Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Faustine Fleuret. Alors, Faustine, c'est la présidente de l'ADAN, qui est l'association française la plus connue qui représente le Web3. Rappelons que le Web3 englobe la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, même le gaming. Je pense qu'on va en parler parce qu'il y a le Sénat qui est en train d'explorer des textes de loi sur le gaming. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors, Faustine est vraiment très réputée dans l'écosystème. Elle est à l'ADAN depuis longtemps. Elle est maintenant plusieurs fois réélue présidente récemment. Elle s'est engagée vraiment à promouvoir l'innovation dans ce domaine-là, Web3. Elle travaille étroitement avec le régulateur et l'industrie. C'est ça qui est intéressant, elle fait le pont entre les deux. On peut dire finalement que c'est un lobby, dans le bon sens du terme. Et justement, on va en profiter, parenthèse, pour explorer avec Faustine ce qu'est un lobby exactement en France, que fait un lobby, pourquoi c'est connoté négativement d'ailleurs, malheureusement. Et on va explorer aussi, on va parler de la régulation européenne. On va parler de l'avenir des crypto-monnaies en France, en Europe. Ça va être passionnant. J'ai vraiment hâte de poser plein de questions. Bonjour Faustine, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait longtemps qu'on voulait faire cet épisode et puis on s'est loupé. Donc merci d'être là aujourd'hui. Alors, première question que je voulais te poser, justement, Benjamin m'a devancé. Je voulais que tu expliques à nos auditeurs le lobby. Qu'est-ce qu'un lobby? Parce que moi, quand on me dit lobby, je pense tout de suite aux armes ou à la cigarette et je me dis ça colle pas avec Faustine. Donc cette connotation négative, est-ce que tu peux la démonter? Bonjour Claudia, bonjour Benjamin et bonjour à toutes et à tous qui écoutent. Merci pour l'invitation. Et effectivement, l'opportunité, je pense que c'est très intéressant de revenir sur la mission de l'ADAN et d'abord, pourquoi est-ce que... quelle est notre mission en tant qu'association? Et effectivement, on peut parfois nous qualifier de lobby, qui est un terme connoté négativement plutôt pour les francophones d'ailleurs. Mais tu as donné de très bons exemples. En fait, on peut être un lobby dans un sens ou dans un autre. Donc, on peut avoir des lobbies pro-armes, on peut avoir des lobbies anti-armes. Donc, en fait, un lobby, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va représenter et qui va porter des intérêts. Donc, porter l'intérêt des fabricants d'armes ou de ceux qui s'y opposent, par exemple. Après, vous avez différentes structures qui peuvent être des représentants d'intérêts, des lobbies. Et l'ADAN, par exemple, c'est pas un think tank, c'est pas un club qui rassemble des personnes particulières qui vont s'intéresser à un sujet. Nous, on est une association professionnelle, c'est-à-dire qu'on fédère des entreprises, donc des personnes morales, qui, dans le cadre de l'ADAN, sont des acteurs qui concourent à développer le Web3. Beaucoup des jeunes pousses, mais aussi des acteurs établis qui se sont saisis de l'innovation. Voilà la mission de l'ADAN très simplement en tant qu'association professionnelle et effectivement nous portons les intérêts d'une industrie, celle du Web3 en France et je précise en Europe de plus en plus. Ouais, voilà. Et je rajouterais à ce que tu dis que défendre des intérêts, ça peut être aussi expliquer aux hommes politiques, aux hommes et aux femmes politiques, ce qu'est cette technologie. Parce que bien sûr, et ça les gens le comprennent bien, c'est tellement pointu en termes de techno que les politiques en général, les élus, ceux qui légifèrent, et qui doivent faire les lois, doivent comprendre de quoi ils parlent. Et pour ça, il n'y a que l'industrie qui peut leur expliquer. Et donc, c'est en ça qu'un lobby peut être très positif. Et comme tu dis, à ce moment-là, pour ceux qui veulent lutter contre le Web3, par exemple, je ne sais pas, alors à ce moment-là, qu'ils fassent un lobby anti-Web3. En tout cas, toi, ta mission, c'est d'expliquer aux hommes politiques, aux femmes politiques, au personnel, pour leur dire voilà comment ça fonctionne. Et voilà. Alors, est-ce que tu suggères, j'en profite pour te poser cette question, toi, tu suggères des textes de loi ou des orientations où tu leur dis voilà comment ça fonctionne, maintenant débrouillez-vous? Alors, la mission de l'ADAN, effectivement, en tant qu'association professionnelle, c'est aider, soutenir le développement de l'industrie Web3. Et comme tu l'expliquais à l'instant, il y a plein de verticales de missions que l'association a pour ce rôle fondamental. Il y a la pédagogie, comme tu le disais. Effectivement, il faut souvent commencer par là, c'est-à-dire expliquer ce qu'est le Web3 et pourquoi il faut s'y intéresser. Et soit c'est parce qu'on va être dans le cadre de débats législatifs réglementaires dont le calendrier peut nous être imposé. Par exemple, je pourrais revenir sur ce qui se passe sur les jeux vidéo Web3. Mais sinon, c'est parce que nous, on va porter un besoin que l'industrie a ou qu'un sous-segment de l'industrie a et qu'on va demander qu'il y ait une politique publique qui soit prise ou que ce soit inscrit dans un calendrier législatif qui peut-être ne prenait pas en compte ce sujet-là. Donc, on est toujours en train de commencer par expliquer parce que
le Web3, même si ça fait une quinzaine d'années, c'est encore un sujet pas forcément connu de ceux avec qui on fait le pont. Comme tu le disais très justement en introduction, le gouvernement, les ministères, les administrations, les régulateurs, les décideurs publics, en France et en Europe. On doit leur expliquer, et c'est effectivement très intéressant qu'ils aient l'expertise de ceux qui l'ont, c'est-à-dire du secteur. D'où cette volonté très forte qu'on a de dialogue et de prendre le temps de cette pédagogie. Et cette pédagogie, elle prend du temps, ce qui peut parfois compliquer notre action, puisque dans le cadre de calendrier législatif, ça peut aller très vite, comme c'est le cas sur les jeux vidéo actuellement, et que les échéances peuvent nous être imposées par les institutions qui vont soumettre des textes à consultation. Donc là, en l'occurrence, ça va être eux qui sont proactifs sur la rédaction d'un texte. Ou nous, si on veut s'inscrire dans, je dis par exemple, le calendrier du projet de loi de finances, ou même si c'est nous qui proactivement soulevons des sujets et proposons des rédactions, on va être obligé de tenir compte des délais qui nous sont imposés dans le cadre de ce calendrier législatif ou réglementaire. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'il y a de la proactivité de leur côté, donc c'est pas toi qui force la porte systématiquement pour tous les sujets. Il y a donc de la proactivité de leur côté. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un sentiment d'urgence de leur côté? Ils se sentent obligés d'accélérer pour légiférer, ou ils sont déconnectés de cette réalité? Alors justement parce que le sujet est encore pas forcément connu, il peut y avoir, et c'est souvent le cas, une urgence dans le traitement d'un sujet dont ils auront entendu parler, souvent par la voie médiatique, souvent par la voie médiatique généraliste, qui est pour nos interlocuteurs celle par laquelle ils vont se tenir informés sur de nombreux sujets. Parce que c'est ça qu'il est important de rappeler pour comprendre pourquoi on a ce besoin de pédagogie encore et pourquoi c'est normal que quand un projet de loi, une proposition de réglementation sort, c'est normal qu'elle soit pas parfaite. C'est que les personnes à qui on parle ne sont pas des experts du Web3, ne sont pas à 200% dans le Web3 toute la journée et traitent de beaucoup de sujets. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est sur des temporalités souvent courtes qui vont s'intéresser aux jeux vidéo Web3, à la finance décentralisée, au NFT en général. Soit ça s'inscrit dans une séquence particulière, soit en fait, ils doivent malheureusement jongler entre plein de sujets. Il y a aussi l'Europe qui pousse, puisqu'on va parler de MiCA. MiCA, c'est la réglementation européenne dans le Web3, qui pousse aussi à ce que les États commencent à aussi comprendre ce qui se passe à Bruxelles. Mais par exemple, dans ce que tu dis, donc je ne savais pas, c'est qu'en fait, ils se disent, oulala, vite, il faut réglementer le Web3. Donc lundi, on va faire la finance décentralisée, mardi, on va faire les exchanges, mercredi, on va faire le gaming. Donc tu veux dire que c'est à tambour battant et ils doivent apprendre à la vitesse grand V alors. Mais justement, moi, ce que j'ai besoin de comprendre, tu peux peut-être prendre l'exemple avec le gaming et le Sénat, c'est quoi le déroulé? Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a à un moment donné un élément déclencheur, je sais pas, un abus quelconque, ou peu importe. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui met en route la machine de leur côté pour qu'ils arrivent chez toi en disant toc toc, Faustine, ok, on a besoin de comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulé du process en fait? Alors, il y a plein d'exemples possibles. Je peux revenir sur le gaming pour développer parce que c'est l'actualité la plus récente. Mais si on prend même l'origine de la réglementation française, les premiers débats ont eu lieu en 2016-2017. Quand ils s'y sont intéressés, c'est parce que c'était le moment où il y avait une vague d'ICO très importante et une vague de fraude vis-à-vis de ces ICO très importante. Donc ça, par exemple, ça a été l'élément déclencheur que les régulateurs ont observé pour initier les réflexions sur un encadrement des marchés crypto-actifs en France. Exemple un peu plus récent, avant de revenir au gaming, la faillite de FTX l'an dernier a poussé les régulateurs à s'intéresser au renforcement de cette réglementation. Donc en réaction à cette faillite, même si c'était pas forcément pour les bonnes raisons, ni pour des raisons valables vis-à-vis du secteur français. Et sur le gaming, en fait, ça faisait un certain temps qu'il y avait des acteurs émergents dont on ne savait pas quoi faire, où il y avait une incertitude quant à la qualification de ces nouveaux jeux, en particulier parce qu'on a une licorne dans ces nouveaux jeux qui se développent. On a une licorne française, et tout à fait. Et donc, la question se posait de plus en plus de qu'est-ce qu'on fait, bien sûr de Sora, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème de ces nouveaux jeux vidéo qui se développent, avec en parallèle une nouvelle autorité, l'autorité nationale des jeux en France,
qui avait décidé de regarder le sujet du Web3. Jusqu'à maintenant, au niveau des autorités françaises, c'était l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Banque de France, donc plutôt des institutions publiques financières. Et là, on avait un nouveau régulateur qui entrait dans la danse pour ces nouveaux types de cas d'usage. Et donc, c'est toute cette actualité qui a mené à se saisir d'un projet de loi beaucoup plus large, qui est le projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique, qui comporte beaucoup d'articles et dont ils ont décidé de faire un article dédié aux jeux vidéo Web3, qui est l'article 15, si ça intéresse les gens de regarder. Mais voilà, dans un cadre beaucoup plus large que le seul Web3. Donc ça s'inscrit dans ce calendrier qui était à disposition et qui leur a semblé être le levier utile pour clarifier qu'est-ce que ces jeux pour la réglementation française. Et je rebondis juste sur ce que tu disais. Pour le coup, c'est plus la France jusqu'à maintenant qui a conduit l'Europe à s'intéresser au sujet Web3 que l'Europe n'a demandé aux États de s'intéresser. Ce qui est plutôt justement une nouveauté. Et ce pourquoi, en tant qu'écosystème français, association française, on est particulièrement bien positionné pour être représentatif de l'écosystème européen qui, en fait, a une base solide en France par rapport aux talents, par rapport aux entreprises, au terreau d'entreprise qu'on a qui est le plus important d'Europe, et par rapport au travail très précurseur de nos décideurs publics et nos régulateurs sur l'environnement réglementaire de ces acteurs là et qui justement inspire l'Europe. Ça a commencé en 2019 en France avec la loi Pacte, qui est la première loi, je crois, en Europe. On est les premiers parmi les 27 pays à se réveiller, à dire tiens, il faudrait parler de crypto par rapport à la fiscalité, etc. Donc ça a un peu lancé le mouvement. Je reviens sur Sorare, c'était très intéressant. J'avais suivi cette polémique qui était de dire est-ce que Sorare est un jeu d'argent ? Comme le loto, quelqu'un il doit être régulé comme un jeu d'argent, alors qu'en fait, Sorare, c'est un jeu de foot avec des cartes à jouer. Enfin, chaque joueur est représenté par une carte qui est un NFT, tout ça est sur le Web3, Ethereum, etc. Et donc, tu as raison, ça a certainement dû pousser le législateur à se dire ben non, je vois bien que c'est pas un jeu comme le loto, je vois bien que c'est pas un jeu comme les autres, donc il faut s'intéresser et réguler. Mais à ton avis, ils vont réguler dans le bon sens. Alors, j'entends, nous, bon sens, c'est laisser faire surtout les gens de cette industrie, de notre industrie. Est-ce qu'ils vont laisser faire ou est-ce qu'ils vont mettre des bâtons dans les roues ? Oui, mais ça, j'imagine que c'est ton rôle, Faustine, d'expliquer qu'en fait, c'est un flambeau français et donc un flambeau européen, que c'est une représentation de la France sur l'Europe, que ce sont des emplois, que c'est du chiffre d'affaires, que c'est de l'économie, et que donc, évidemment, il faut protéger ça et voire même l'encourager. Donc, j'imagine que toi, ton rôle, c'est d'un côté expliquer comment ça fonctionne, parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont légiférer n'importe comment, mais c'est aussi d'expliquer les enjeux et les dangers de légiférer. Et donc, quelque part, en fait, tu es vraiment entre, j'imagine, je vois la balance de la justice, tu es au milieu, en fait. Et surtout, est-ce qu'ils vont agir dans le bon sens ? Alors, c'est en cours, donc je pourrais pas donner la clé des débats immédiatement, mais je vais revenir sur ta question, Claudia, pour commencer. Effectivement, pour nous, il faut que l'on explique ce qu'est le Web3, mais en fait, ça sert presque à rien d'être trop technique pour expliquer que le Web3, c'est une économie qui se développe sur des supports technologiques nouveaux qui permettent la propriété numérique là où ce n'était pas possible, etc. Ça, bon, on va l'expliquer. Mais en fait, ce qui est très intéressant pour eux et pour qu'on les implique dans les débats, parce que bon, les législateurs, les régulateurs, ils vont se saisir de sujets, ils vont être plus ou moins intéressés aussi. C'est normal, ils traitent de beaucoup de sujets. Mais du coup, qu'est-ce qui va les intéresser ? C'est d'expliquer ce qu'est le Web3, effectivement, en termes d'emploi, d'opportunités économiques et de leviers pour la souveraineté économique et numérique. Et donc, en fait, nous, on doit expliquer ça en premier lieu, parce qu'ils n'en sont pas forcément conscients à ce stade. Et c'est ça qui va nous permettre, derrière, que nos recommandations soient écoutées. Parce qu'on peut très bien expliquer qu'une réglementation telle qu'elle est proposée n'est pas adaptée ou n'est pas proportionnée. Si en face, les personnes qui traitent ne comprennent pas pourquoi ils devraient mieux l'adapter ou mieux la proportionner, parce que ça crée des emplois, parce que ça participe à la croissance économique, en fait, ils ne vont pas adhérer à nos recommandations, même si elles sont pragmatiques, même si elles sont solides et même si elles sont raisonnées. Donc nous, quand on définit le Web3, bon, bien sûr, on explique les opportunités technologiques, mais le plus important, c'est d'expliquer les opportunités politiques, économiques, sociales
qui sont les sujets qui vont intéresser les législateurs, les régulateurs. Donc, on commence par là. Dans le cadre des débats qui nous intéressent en ce moment sur les jeux vidéo, effectivement, c'est des débats qui, juste avant l'été, se sont terminés à l'Assemblée nationale. Donc, on a eu, nous, au Sénat, pardon, ça a été pris à l'envers, le Sénat, et maintenant, c'est l'Assemblée nationale qui s'y intéresse. Et donc, justement, on a une grosse séquence auprès du Sénat, auprès des sénateurs, pour expliquer quels sont ces nouveaux jeux vidéo. Donc, bien sûr, le fait qu'ils fonctionnent différemment, parce que le support technologique est différent, et ça c'est très important parce que ce que recommande l'ADAN sur l'ensemble des sujets Web3, c'est que la réglementation exploite les opportunités technologiques. Mais du coup, on expliquait aussi, et on continue à l'Assemblée nationale aujourd'hui, d'expliquer qui sont les acteurs, les gros acteurs de cette industrie, et qu'est-ce qu'ils portent au niveau de l'économie, au niveau de la souveraineté. Donc ce qui a été décidé, ce qui a été voté par le Sénat juste avant l'été, et ça va répondre à ta question, est-ce qu'on va dans le bon sens ? Il a été proposé la mise en place d'un régime réglementaire expérimental de 3 ans pour ces nouveaux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on a réussi à se sortir à ce stade de l'analogie délétère qui était faite entre ces nouveaux jeux, les jeux d'argent et de hasard et les jeux vidéo Web 2. Donc ça, c'était très important parce qu'il faut absolument établir des frontières. Pour que le cadre derrière expérimental, qui pour nous est très intéressant quand on parle d'une innovation mouvante, quand on parle d'une industrie qui a encore besoin de maturer, dont on a besoin d'observer les développements pour pouvoir légiférer peut-être un petit peu plus par la suite, cette expérimentation, il faut qu'elle soit fondée sur le recours à des technologies, à des cryptoactifs, aux technologies blockchain, à des outils qui sont nouveaux comme les outils d'analyse transactionnelle, l'identité décentralisée, pour que le cadre il soit adapté mais efficace. Et c'est ça souvent qui est le plus difficile pour nous d'expliquer quel que soit le sujet. Les législateurs, les régulateurs, ils ont l'existant en tête. Donc c'est normal qu'ils s'en inspirent. Sur MiCA, ça a été le cas, ils se sont inspirés de MIF2. Là, ils ont effectivement regardé qu'est-ce qui se passe sur les jeux d'argent et de hasard parce que la comparaison a été faite sur les jeux vidéo. Mais j'imagine c'est normal. Mais j'imagine la montagne que tu as dû gravir parce qu'il a fallu qu'ils ont dû se dire ah ouais, alors c'est un mélange de jeux vidéo qui rend débile, plus des jeux de hasard qui rend addictif, plus payable des jeux d'argent, ça rend addictif, plus de la crypto-monnaie qui est très mal vue, plus tout ça. Et tu as dû tout démonter un par un, les idées reçues pour leur dire mais non, regardez, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Au contraire, ça développe l'imaginaire, etc. quoi, ouais. Alors effectivement, leurs grosses inquiétudes sur le développement des jeux Web3, mais parce que ce sont des inquiétudes qu'ils ont sur d'autres types de jeux ou même d'autres activités, ça va être la lutte contre l'addiction, les comportements pathologiques et excessifs, ça va être la lutte contre l'accès par les mineurs à des jeux ou d'autres types de contenus. Dans le projet de loi, on parle aussi d'autres sujets qui les concernent, type les sites pornographiques. Donc la lutte pour que les mineurs n'accèdent pas à des jeux, je pense au Paris, qui ne sont pas pour eux, et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc ça va être leurs grosses inquiétudes auxquelles il faut qu'on réponde, parce que nous, ce qu'on propose, et le secteur du jeu vidéo Web3 souhaite, c'est la mise en place d'un encadrement. En fait, il n'est pas question de rester dans cette zone grise où on ne sait pas ce que c'est, parce qu'en fait, c'est très inconfortable pour les acteurs, hein, tout sujet confondu. Ne pas savoir dans quelle réglementation on tombe, c'est très compliqué à gérer pour le business. Et c'est ce qui fait que les grosses entreprises n'y vont pas aussi sur le Web3 parce qu'ils disent attendez, on n'y va pas parce qu'on ne sait pas quelle est la règle. Et si jamais la règle change, ou si jamais il y a une règle qui s'impose, on ne va pas commencer à dépenser des millions en devant tout changer dans un an parce que la règle va arriver. Ah oui. En fait, on a fait une interview d'une dame que tu devrais rencontrer qui s'appelle Béatrice Sutter, qui est la directrice de rédaction du magazine, j'avais envie de dire la DAN, mais c'est pas la DAN, c'est l'ADN, c'est le magazine des mutations qui proviennent d'Internet. Et ils ont fait un hors-série sur les dangers d'Internet sur les enfants, les dangers, les impacts, mais aussi les pistes de solutions. Et donc, ça a englobé évidemment le gaming, la pornographie, le nude, donc ces jeunes filles qui se dénudent sur les réseaux, etc. Et je me dis qu'en fait, ça fait aussi partie de l'explication, c'est qu'ils comprennent qu'en fait, ces Z et ces alphas, ils ne vivent
plus de la même façon que nous. Et donc, j'imagine que ça aussi, tu as dû leur expliquer l'analyse de leur comportement. Moi, je fais souvent des conférences et c'est marrant parce qu'on a accompagné l'été passé un gros cabinet de conseil à Bruxelles. Et en fait, ils étaient un peu réfractaires. Et on a décidé de changer. Donc, Benjamin donnait la formation et moi, je commençais par l'analyse des comportements Z et alpha. Et en fait, quand on commençait par ça, ils écoutaient parce qu'évidemment, ils pensaient à leurs enfants. Ils se disaient « Oh, mais ça c'est dingue, mes enfants, oui, c'est vrai, je les reconnais dans ce que vous dites. » Et alors, ils étaient attentifs aux technologies blockchain crypto. Alors que si on commençait par ça, ils étaient pleins de croyances, l'environnement, le blanchiment d'argent, etc. Donc, à comprendre le comportement de ces jeunes, pour les politiciens, c'est aussi une clé de compréhension. Je devrais te mettre en contact avec Béatrice. Bah avec plaisir. Et tout à fait, en fait, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour démocratiser le sujet au-delà peut-être des seuls cas d'usage financiers autour des cryptoactifs. Et donc souvent l'écueil dans lequel on tombe ou alors la mauvaise image à coller aux cryptoactifs, ça va être la volatilité et donc la spéculation. Et en fait, effectivement, quand on peut parler du Web3, des cryptoactifs dans d'autres contextes, et notamment là on a la possibilité avec les jeux vidéo ou dans ce même projet de loi dont je parlais, la lutte contre l'accès des mineurs à des sites pornographiques, on explique que grâce aux technologies blockchain, grâce aux cryptoactifs, il y a des nouveaux outils plus efficaces tout en étant respectueux de la vie privée, de la confidentialité des données qui existent. À ce moment-là, c'est vrai qu'on a une écoute nouvelle et peut-être plus attentive qui nous permet ensuite de revenir sur des sujets qui, à la base, étaient peut-être un peu diabolisés du côté de nos interlocuteurs. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse intervenir, interagir sur l'ensemble des débats et faire prendre conscience que le Web3, c'est pas que la finance, c'est pas que des marchés financiers, mais en fait c'est une nouvelle économie fondée sur un support technologique nouveau et innovant, mais qui permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles de faire avant, et quels que soient les segments économiques. Mais est-ce que tu n'as pas un écho de la part du personnel politique qui se remémore l'arrivée de l'Internet il y a 25 ans? Et comme moi j'y étais, j'ai le privilège d'avoir été au tout début d'Internet 95, et effectivement c'était diabolique l'Internet à l'époque. Ça véhiculait des images pornographiques, ça véhiculait des armes, c'était le Darknet en fait déjà à l'époque. Et personne n'en voulait, les entreprises ne voulaient jamais aller sur le web, et personne n'aurait imaginé mettre sa carte de crédit sur Internet. Est-ce qu'ils te disent « Ah oui, on a connu ça ». En fait, on sait qu'à chaque révolution technologique, ça amène un changement sociétal. Est-ce que tu as cet écho-là ? Oui, et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la France avait une Minitel, et donc elle était déjà à la pointe de l'Europe, enfin à la pointe de la technologie par rapport aux autres pays européens. Donc, est-ce qu'ils tirent les leçons de ça ou pas ? Quel est ton sentiment ? Alors effectivement, on fait souvent l'analogie puisque le Web3, ça se veut être le nouvel Internet. Et donc, on prend comme point de départ qu'est-ce qui s'est passé sur Internet précédemment et qu'est-ce qu'on veut éviter. À savoir, ce qu'on veut éviter, c'est que à nouveau, ce ne soit pas des géants français, des géants européens qui permettent de développer des cas d'usage et donc la perte de souveraineté associée au fait que aujourd'hui la domination, le monopole, c'est les GAFAM et c'est pas des champions européens. Donc, bien sûr, ils connaissent l'histoire. Ensuite, quel est souvent le réflexe, et ça c'est typiquement en français et je pense européen, c'est de dire qu'une innovation, certes, il faut la laisser se développer dans un équilibre nécessaire avec la protection des utilisateurs, la lutte contre la criminalité financière, la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, etc. Et donc, c'est très compliqué de ne pas, quand on s'intéresse à un sujet, ne pas penser à la réglementation qui va être nécessaire. Donc ça, c'est, on va dire, culturel. Donc pour nous, l'enjeu, parce que cette réglementation, on sait qu'elle est nécessaire, c'est qu'elle soit progressive et qu'elle soit intelligente. C'est pour ça que souvent, on est très frustré quand les débats vont trop vite, parce qu'on veut réglementer, de ne pas avoir pris le temps en amont de comprendre et d'observer pour tout de suite mettre en place des règles très rigides. C'est-à-dire, on doit faire prendre conscience de l'état du secteur, c'est-à-dire que ce sont des jeunes pousses. Il faut dédiaboliser en disant, bon, il y a eu des opportunités, il y en a eu sur Internet, il y en a sur Nouvel Internet, mais on va pas sacrifier les plus sérieux, les plus crédibles, parce qu'il y en a qui vont profiter. Ça, je pense que c'est pas du tout un sujet propre au Web3, mais c'est un sujet, on va dire, humain. Et en plus, regarder les opportunités technologiques. Donc, quand on va trop vite, le problème,
c'est que on va pas être suffisamment progressif, proportionné et adapté dans les règles qu'il faut mettre en place. En tout cas, l'ADAN et les membres adhèrent à cette vision, souhaitent qu'il y ait une réglementation, mais il faut qu'elle soit en temps voulu, donc pas trop rapide, et il faut qu'elle tienne compte qu'il y a des jeunes pousses, il y a des plus gros acteurs, mais il y a des jeunes pousses, et qu'en fait les futurs champions ils sont là-dedans. Donc il faut qu'on les laisse se développer pour que les GAFAM de demain, ce soit les jeunes pousses d'aujourd'hui qui sont en France et en Europe. Sinon, ce seront peut-être déjà les plus gros qu'il y a aux États-Unis ou en Asie. Les jeunes pousses qui sont aussi chez eux. Et comme la culture, la logique est un peu différente, ils se développent avec une réglementation plus allégée en amont et ils seront réglementés un peu plus tard. Ouais, alors ça c'est l'écho qu'on a effectivement, c'est qu'on a pris de l'avance par rapport aux États-Unis, dans le sens où les États-Unis sont en train de tomber à bras raccourcis sur le secteur crypto sans direction claire. Ça, tous les acteurs le disent, voire même certains quittent les États-Unis en disant on n'y comprend plus rien, on est assigné en justice en permanence, on ne sait pas où vont les US, alors que on sait où va l'Europe, puisqu'il y a cette fameuse réglementation MiCA, M-I-C-A, pour réglementation des actifs numériques, et ça s'impose donc dès l'année prochaine. Donc toi, je sais que je t'ai entendu parler à la conférence Surfing Bitcoin. Petit clin d'œil à nos amis de Surfing, c'était un événement qui était à Biarritz fin août. Et toi, tu disais, attention, MiCA s'impose dès l'été prochain, l'été 24, avec comme ligne de mire déjà les stablecoins, qui, rappelons-le, c'est une crypto qui égale à $1 ou égale à 1 euro. Et donc on avait une question là-dessus sur les stablecoins pour toi, c'est qu'aujourd'hui, le stablecoin euro, il y en a, mais personne ne l'utilise. Tout le monde utilise des stablecoins dollars. Est-ce que tu penses que c'est l'occasion unique pour nous l'année prochaine avec MiCA d'imposer le stablecoin euro, donc un euro tokenisé finalement, qui permettrait d'imposer l'euro finalement dans ce secteur Web3 au lieu d'imposer le dollar? Oui, mais pour nos auditeurs, reprenons dès le début. Peut-être que tu peux redéfinir ce qu'est un stablecoin. Et oui, et expliquer pourquoi aujourd'hui le stablecoin européen n'a pas de place en fait. Personne ne l'adopte. Alors, les stablecoins, en fait, ce sont des actifs qui justement ne sont pas volatiles. Ce sont des actifs qui vont représenter en permanence une unité monétaire, l'euro, le dollar, ou une unité d'un métal précieux, c'est possible, de l'or, etc. Donc, ce sont des actifs qui valent 1 pour 1 en permanence. Effectivement, à partir de l'été 2024, MiCA va entrer en application pour les émetteurs de stablecoins. Il y a une entrée en application différée pour les marchés de cryptoactifs, mais concernant les stablecoins, il y a eu une urgence pour l'Europe d'appliquer ce cadre. Dans le cadre des débats, quand on était encore en négociation, d'ailleurs, l'entrée en application aurait dû être même immédiate par rapport à l'entrée en vigueur. Donc concrètement, ce qu'ils voulaient, c'était qu'en juin 2023, ça s'applique. Donc on a 1 an de délai, ce qui est une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que le cadre, et ça permettra de répondre à la question, est-ce que ça va être problématique ou est-ce qu'on va pouvoir développer des stablecoins euros grâce à MiCA? Le cadre des stablecoins mis en place par MiCA est extrêmement, extrêmement strict. Ça a été l'un des sujets de négociation les plus difficiles où la marge était la moins importante pour nous dans les discussions. C'est vrai qu'autour des stablecoins, il y a beaucoup de craintes de la part de nombreuses parties prenantes. Je pense au gouvernement, je pense banque centrale, en plus des régulateurs, parce que c'est un sujet monétaire, donc extrêmement sensible, et qui va sur les plates-bandes des États notamment. Donc, quand on a commencé à penser MiCA, on venait d'avoir quelques mois avant l'annonce de Facebook d'émettre son Libra, qui est devenu Diem ensuite et qui finalement a été abandonné. Mais c'est vraiment le point de départ d'une peur, vraiment. Il y a eu de la peur généralisée dans le monde concernant les stablecoins, donc les banques centrales, les gouvernements, les régulateurs, les législateurs, avec la crainte que ces stablecoins se développent trop et que donc il y ait une perte de souveraineté monétaire par rapport aux monnaies étatiques. D'où le fait que dans les négociations MiCA, le régime des stablecoins a été tout de suite établi comme extrêmement strict et calqué sur la réglementation existante bancaire et des paiements. Et donc MiCA qui entre en application en juin 2024
Alors, il y a plusieurs types de stablecoins, mais on ne va pas rentrer dans la technique, c'est pas l'objet. Mais pour des jeunes pousses qui veulent développer des stablecoins, c'est une marche extrêmement haute à franchir. On ne sait pas si d'ailleurs ce serait possible à franchir pour des petits acteurs. Or, alors on a eu des contre-exemples avec, je pense à Forge Société Générale qui émet son stablecoin maintenant. Mais si je prends des Angles, si je prends des AAV, en fait, les stablecoins euros qu'on a pu voir, c'était plutôt des nouveaux acteurs qui en avaient l'initiative. Et c'est ça qu'on a essayé de rappeler, c'était si vous mettiez en place un tel cadre, en fait, vous n'allez pas laisser la possibilité à ces stablecoins euros qui sont déjà peu nombreux, d'être développés. Et pourquoi ils étaient déjà peu nombreux à être développés avant qu'on débatte dans le cadre de MiCA? C'était l'incertitude réglementaire, d'une part, mais c'était aussi la vision extrêmement négative de la Banque Centrale Européenne ou des gouvernements européens sur les stablecoins euros. Donc forcément, ça ne donnait pas véritablement envie de se lancer dans la bataille quand on entendait les retours de ces acteurs-là. Et d'ailleurs, on pourrait en parler, mais la réaction, c'est l'émission peut-être, parce qu'on doit encore avoir une validation formelle de la Banque Centrale Européenne, mais l'émission d'un euro numérique qui viendrait en fait en lieu et place dans la vision qu'a la Banque Centrale Européenne, en lieu et place du développement de ces stablecoins euros. Pour être clair, il faut que les gens comprennent, un crypto-euro fait compétition, fait concurrence à l'euro classique qu'on a dans notre carte de crédit. Et c'est là où la Banque centrale dit, non, vous n'allez pas m'envoyer une monnaie futur euro numérique qui concurrence aujourd'hui déjà l'euro classique et qui concurrencera l'euro numérique lancé par la BCE. Il faut que les gens imaginent quand même que c'est ultra stratégique les stablecoins. Rendez-vous compte qu'il y a aujourd'hui 150 milliards de dollars qui sont bloqués, des vrais dollars qui sont bloqués dans des stablecoins dollars. Donc on sait très bien que dans 5 ans, dans 10 ans, quand les gens échangeront sur Internet, ils échangeront via des crypto-euros ou des crypto-dollars, des stablecoins. Et c'est là où tout le monde veut sa part du gâteau. Et comme tu dis, Société Générale, oui, ils ont fait un stablecoin, mais ultra régulé. C'est-à-dire que pour en acheter, il faut s'enregistrer auprès d'eux. Oui, mais ça donne quoi concrètement? Ça donne que l'Européen, il va avoir le choix entre une monnaie de Banque Centrale Européenne contrôlée par la Banque Centrale ou des stablecoins américains. Et c'est pour ça que nous, ce que l'on explique, c'est que justement, il y a une complémentarité, mais pas une concurrence entre les stablecoins euros et un futur euro numérique. Et d'ailleurs, le premier point, c'est que des stablecoins euros d'initiative privée, on en a déjà et on pourrait déjà en avoir, alors qu'un euro numérique de la Banque Centrale Européenne, on sort de 2 ans de phase d'observation de la Banque Centrale Européenne depuis octobre 2021. En octobre 2023, on doit avoir une annonce formelle de est-ce que nous, on lance un euro numérique? Et donc il faudra encore attendre pour que celui-ci soit effectivement disponible aux acteurs. Donc déjà, en termes de calendrier, il n'y a rien à voir. Si on veut ne pas reproduire l'hégémonie dollar parce qu'il y aura l'euro à disposition dans le Web3, dans la nouvelle ère numérique, en fait, on ferait mieux d'accompagner le développement des stablecoins euros d'initiative privée plus flexible. C'est aussi complémentaire par rapport aux finalités. L'euro numérique de la Banque Centrale Européenne se voudra plutôt à ce qu'on appelle un euro retail, donc à disposition des particuliers. Donc ça veut dire qu'on va pas sur le business to business. Et en plus, est-ce qu'on est sûr qu'avec cet euro numérique, les particuliers pourront par exemple aller dans des protocoles de finance décentralisés, des protocoles de DeFi? Donc même sur les finalités, ça n'a rien à voir. C'est complémentaire. Donc il faut que les deux coexistent et effectivement qu'il n'y ait pas de concurrence. Mais parce que sinon, quel est l'état aujourd'hui? Effectivement, très très peu de stablecoin euros. Et puisqu'on n'a pas d'euro numérique, une utilisation massive, y compris par les acteurs européens, particuliers et entreprises, une utilisation massive des stablecoins dollars. Ouais, c'est là où ils ont. C'est très intéressant ce que tu dis. J'avais pas réalisé qu'en fait ils ne comprennent pas et je comprends parce que c'est tellement difficile. Tu dis les crypto euros, donc les stablecoins euros privés d'initiative privée ne concurrenceront pas le crypto euro d'initiative BCE qui lui-même ne concurrencera pas le Bitcoin, l'Ether pour payer. Et c'est une direction parce que entre parenthèses, aujourd'hui Circle, qui est une boîte américaine qui produit un des gros stablecoins dollars, produit un stablecoin euro. Je sais plus comment il s'appelle. C'est ce qu'on expliquait, effectivement, c'était que quand il y avait les débats à MiCA, on a eu plusieurs annonces coup sur coup, enfin, 1 an d'écart, d'émission de stablecoin euro par des entités non européennes. Donc c'est ce qu'on expliquait, c'était qu'il y a une demande de stablecoin euro qui aujourd'hui n'est pas satisfaite et on ne
permettent pas aux acteurs européens de se lancer parce que l'incertitude réglementaire, parce qu'on on sait pas si l'euro numérique se voudra mettre un terme au développement des stablecoins euros, parce qu'il n'y a pas de soutien politique du tout. Et donc, dans cet attentisme européen, dans cet intervalle, les entités, alors on a eu Tether, puis on a eu Circle, émettent des stablecoins euros parce qu'on n'en fait pas. Et puisque un des arguments, c'est la crainte de la perte de souveraineté par rapport au développement de ces stablecoins, en fait, ce que l'on leur explique, c'est que cet attentisme et ce manque de soutien, en tout cas, le fait de réfréner un phénomène qui est lancé et que l'on n'arrêtera pas, est complètement contre-productif du point de vue de préserver notre souveraineté. Mais en fait, ils veulent préserver leur souveraineté, mais en adoptant de tels comportements, ils provoquent ce qu'ils redoutent le plus. Provoque la perte de souveraineté. Provoque la perte de la... En fait, en s'accrochant à un vieux système, alors que s'ils laissaient le système aller, en encadrant évidemment, en protégeant le consommateur, en l'informant surtout, alors il ferait du bien à l'euro. En fait, il faudrait que l'euro se libère de son carcan et aille sur toutes les plateformes crypto. Et surtout qu'on ne sait encore pas, c'est pour ça que c'est encore un argument sur la complémentarité de l'euro numérique et du stablecoin euro. L'euro numérique, on ne sait pas si ce sera sur une blockchain, en fait. Il n'y a toujours pas de choix technologique clair sur l'euro numérique. Donc, pour peu que ce soit même pas un cryptoactif au sens technologique du terme, ça ne viendra même pas s'intégrer dans l'écosystème Web3 et soutenir éventuellement la démocratisation, parce que les citoyens auraient de l'euro numérique, aller sur les marchés de cryptoactifs, aller dans la DeFi, etc. Donc, même par rapport à ça, on ne peut pas prendre le risque de mettre un coup d'arrêt au développement de stablecoin euro si à la fin l'euro numérique est sur un support technologique différent. Ah oui, en plus, oui, tu as raison, j'y ai même pas pensé. Si ça se trouve, ils vont bloquer les cryptos privés, les crypto-euros privés, et en plus, le crypto-euro BCE ne marchera pas, il ne sera pas sur une blockchain. Donc en fait, ça va tuer l'euro, littéralement. Mais bon, on va pas lancer sur ce débat-là. En plus, je sais que l'heure tourne, tu dois nous quitter bientôt. On parlait de multiplicité des devises. Et effectivement, j'aimerais avoir ton avis, une prospective à 5 ans, mais sans boule de cristal, mais ton avis, est-ce que c'est que au final, on va arriver dans un magasin dans 5 ans et on pourra payer avec soit de l'euro classique, soit en bitcoin, soit en Ether, soit en stablecoin euro, soit en stablecoin dollar, etc. Est-ce qu'on aura, à ton avis, le but ultime du consommateur? Est-ce qu'il pourra payer en multiples devises numériques? Oui, et Faustine, le consommateur dont on parle, c'est le bon père de famille. C'est pas nous dans l'écosystème avec une carte Visa où on dépense nos cryptos. C'est monsieur et madame tout le monde arrivant chez Casino, par exemple, et faisant ses courses chez Monoprix. Comment vois-tu l'intégration de ça et est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Alors en fait, plutôt que est-ce qu'il y aura plusieurs devises mises à disposition, plusieurs types de cryptoactifs mis à disposition des utilisateurs demain, ce qui est déjà le cas, et c'est un phénomène qui est plutôt en cours. Nous, la question qui nous semble la plus cruciale et sur laquelle on agit, c'est auprès de qui en fait, les utilisateurs demain, citoyens européens ou citoyens internationaux, auprès de qui ces gens qui ne sont aujourd'hui pas dans le Web3, qui n'ont pas encore conscience de toutes ces nouvelles modalités de paiement, de financement, de jeux, de réseaux sociaux qui arrivent. Tout à fait. Comment ces gens, aujourd'hui, qu'on doit amener vers l'innovation, vont pouvoir y aller? Est-ce que le pont, ça va être des acteurs français, européens, qui seront là pour, effectivement, être peut-être un premier vecteur vers les cryptoactifs, quitte à ce que derrière, avec un petit peu plus de familiarisation avec le sujet, ce soit des citoyens qui puissent avoir leur propre portefeuille et derrière se débrouiller un peu tout seul dans l'écosystème décentralisé. Auquel cas, ce serait une bonne chose puisque ce pont-là, ces prestataires-là, si ce sont des prestataires européens, ce serait une bonne chose que ce soit eux parce qu'ils vont être réglementés avant les autres, ils vont être plus sûrs, plus dignes de confiance et donc on va éviter la casse qui fait du mal à la confiance qu'on a dans les marchés. Donc, est-ce qu'on va réussir à bâtir un écosystème d'entreprises, de prestataires de services sur actifs numériques, d'émetteurs de nouveaux actifs en Europe, encadrés en Europe, et qui vont nous aider à développer notre économie, notre souveraineté? Ou est-ce que, parce que on va sur des sujets réglementaires, MiCA, c'est la première brique. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la finance décentralisée, sur les NFT,
sur les paiements, on doit continuer. Sur la réglementation environnementale, il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que ce développement réglementaire va tenir compte du développement de l'économie, de la croissance des entreprises françaises et européennes pour être adapté, proportionné, et donc va accompagner et non pas freiner leur développement, ou est-ce qu'en fait, on va être trop rapide, trop dur, et donc les citoyens, y compris européens, vont se tourner à nouveau, comme ça a été le cas sur l'Internet 2.0, sur le Web 2, est-ce qu'ils vont avoir à disposition des champions qui ne sont pas des champions européens. Donc nous, c'est vraiment ça, ce sur quoi on se focalise et ce qu'on essaie d'expliquer. L'innovation Web 3, elle est en marche, on ne peut pas l'arrêter. Les nouveaux cas d'usage arrivent, il y en a beaucoup qui sont encore en cours de sophistication et du coup justement les décideurs publics n'ont peut-être pas encore vu tout ce qui arrive. Les citoyens vont être amenés à utiliser, c'est comme les millennials aujourd'hui, on n'imaginait pas en 10 ans leurs comportements numériques qui sont extrêmement différents de gens qui ont à peine quelques années de plus qu'eux. Mais donc ça, c'est en marche. Il faut que ce soit un écosystème européen sûr, sérieux, crédible, encadré, qui soit à leur disposition. Parce que c'est ça qui fait du mal à l'écosystème européen, c'est quand on a des crises comme celle de FTX, alors que c'est outre-Atlantique, mais qui ont un effet sur la réputation entière du secteur, et y compris sur des acteurs qui sont aujourd'hui les plus régulés à l'international. Et y compris sur des Français. Oui, sur des Français. Mais attends, j'ai une question clin d'œil, c'est l'Empire américain. Est-ce que l'Empire nous laissera faire ici en Europe, parce que, bon, mais ça, je ne veux pas ouvrir un long débat de géopolitique, mais on a bien compris que déjà à l'époque d'Internet, l'Empire américain nous a quand même très rapidement imposé beaucoup de choses. Nous, on a pu imposer le RGPD. Ils ont imposé parce qu'on a ralenti un moment. Oui, non, mais parce qu'on sait que l'armée française, par exemple, utilise Microsoft. Il y a eu beaucoup de débats à l'époque sur du software américain qui était utilisé par notre armée européenne ou française. Donc, déjà, c'est des longs débats. Mais bon, effectivement, Faustine, ça c'est vraiment chouette. Tu nous éclaires sur ta mission aussi, qui n'est pas non plus de prévoir l'avenir ou d'imposer une sorte d'avenir, mais de dire, si l'avenir arrive comme ça, avec de multiples crypto-monnaies, au moins que les Français et les Européens puissent accéder facilement à ces crypto-monnaies, puissent comprendre ce qu'ils achètent, puissent être protégés, etc., pour participer à la nouvelle économie qui vient. Ouais. Oui, et puis Faustine, tu as vraiment... moi, je suis vraiment contente d'avoir fait cet épisode avec toi, parce que moi, j'aime les gens qui provoquent des points de bascule et qui marquent le monde de leur empreinte. Et en fait, tu es vraiment le moteur de ce changement de paradigme, de ce changement de fonctionnement de la société. Et en ayant un pied chez les politiques, un pied chez les industriels, les startups, et un troisième pied connecté à la réalité du terrain, donc des consommateurs, de leurs besoins, de leurs attentes, je trouve que tu as un poste incroyable. En fait, je ne m'étais pas rendu compte. Pour être très honnête, je me suis dit, ça doit être chiant son truc, tout le temps être face à des politiques, mais en fait, c'est tellement plus vaste que ça, et waouh, bravo, quoi. Vraiment, c'est un poste magnifique, et tu le fais magnifiquement bien, donc c'est génial, quoi. Bravo, je t'envie presque. Tout l'écosystème loue tes efforts et la passion que tu mets dans ton métier. Tiens, juste une petite question sur les politiques, justement. Il y en a quand même, bon, d'abord, il y a des politiques jeunes, il y en a qui sont vraiment sympas et très à l'écoute. Il y en a qui ont de la crypto, tiens, tu le sais. D'abord, merci Claudia, ça me fait très plaisir, et je pense que je suis humble porte-parole d'un secteur qui, lui, porte cette révolution, et que c'est à mon échelle de peut-être vulgarisatrice et qui aime la réglementation. Je sais que c'est pas des sujets qui passionnent tout le monde, mais c'est parce que le débat réglementaire me passionne. Voilà, je fais au mieux pour que cet écosystème passionnant puisse se développer. Alors, des députés qui ont des cryptos, il y en a. Ensuite, c'est pas forcément des choses qu'ils vont publiquement dévoiler. Et en fait, des députés qui sont pro-innovation, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ce dont ils ont besoin, c'est de trouver des relais de leurs convictions au sein du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est vrai que le plus difficile, c'est quand ces convictions s'incarnent d'abord dans 2 députés, d'aller porter la bonne parole. Il y a, je sais plus, on est à quoi, 500 députés. Ça fait du monde à aller à qui parler pour développer cette base solide pro-innovation.
Et c'est vrai que, comme le reste de l'écosystème, ils sont challengés dès que y a une actualité qui est un petit peu plus négative ou quand il faut expliquer, parce que c'est vrai que le Web3, les technologies crypto, blockchain, sont des sujets délicats à expliquer et donc ça prend du temps. Mais ce sont des gens qui sont là, avec qui on discute. Mais c'est vrai que notre mission, c'est souvent plus de discuter avec ceux à convaincre que ceux qui sont convaincus. Oui, tout à fait, tout à fait. En tout cas, pour terminer cet épisode, ce que je voulais te dire, c'est que nous, à notre petite échelle, sache qu'on te porte notre soutien et notre micro te sera toujours tendu si tu as des choses à dire ou que tu as envie de te faire entendre. N'hésite pas à nous envoyer un petit message, tu seras toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci pour cet épisode. C'était très dense, mais très clair. Ouais, très clair. On a vraiment appris des choses et compris des choses aussi sur le fonctionnement de ton travail et de l'industrie face à la régulation. Oui, et aussi les enjeux, l'enjeu de la souveraineté. C'est toujours un grand débat. Benjamin, il adore Michel Onfray, qui parle toujours de souveraineté. Mais je trouve que parfois c'est déconnecté de la réalité, alors que toi, tu fais le lien entre la souveraineté et notre vie à tous, et les enjeux, donc la souveraineté de l'Europe, la souveraineté de la France, le développement économique de la France. Je trouve que ton débat est très connecté à la réalité et il fait écho à notre quotidien. Donc, merci pour ça. Et merci de nous suivre. On a un nouveau site web qui s'appelle technoimpact.tech. Vous savez qu'on a changé de nom et on adresse maintenant à des technologies plus globales, y compris l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on aurait pu faire un épisode avec toi parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur la question, mais bon, voilà, on doit te laisser. Et on a changé de nom parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait aller chercher les gens du Web 2 et les amener dans le Web 3, en s'appelant NFT Business, souvent, ils ne nous écoutaient pas. On était écoutés par les gens qui sont déjà dedans. Et nous venant du Web 2, on voulait aller chercher tous les gens comme nous avant qu'on y mette les deux pieds. Et donc, on voulait aussi faire le lien avec toutes les autres technologies parce que tout est lié quand on parle d'identité numérique. On pourrait faire un épisode sur les NFT aussi avec Faustine. Ça va être, à mon avis, le gros sujet 2024-2025, ça. Mais bon. Avec plaisir pour revenir, en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour le podcast. Merci, c'est gentil, Faustine. À bientôt. Bonne écoute à tous. À bientôt.